merci d'être présent ce soir. Des attentes que vous avez évoquées, moi ce que je retiens c'est deux choses, c'est le marketing, c'est un mot un peu valise, ça veut dire plein de choses, on sait pas trop ce que ça veut dire. Et deuxièmement, le marketing et le produit, c'est des équipes qui parfois travaillent pas toujours ensemble, se connaissent pas forcément, et du coup ça c'est des problématiques que nous on a rencontrées chez Klaxoon dans les deux cas. Donc l'objectif c'est d'en parler ensemble. Je sais pas si tout le monde a pu scanner le QR code si vous avez vos téléphones. L'objectif, c'est de pouvoir accéder à la présentation et il y a quelques interactions qui peuvent être faites durant la presse. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, on va projeter. Donc voilà, je vous laisse juste 1 ou 2 minutes. Il n'y a pas besoin de rentrer de ses données personnelles, c'est juste son prénom, accepter les CGS, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, l'idée, c'est que déjà, je peux se lancer par un français. Donc, je m'appelle Noël. Je travaille depuis 10 ans dans le milieu de la marketing et de la communication, dont bientôt 5 ans chez Klaxoon. Klaxoon aujourd'hui, c'est une entreprise de 200 salariés à peu près. On a été créé en 2015 et aujourd'hui, on a 7500 clients un peu partout dans le monde, dont beaucoup de grands comptes, beaucoup de clients du CAC 40, Fortune 500. Et aujourd'hui, notre siège social, il est situé à Cesson-Sévigné, donc j'imagine que vous connaissez. Mais on a aussi des bureaux à New York, à Birmingham, en Angleterre. On a aussi des bureaux à Francfort, en Allemagne. Et notre nouvelle du jour, c'est qu'on a été racheté par une entreprise américaine qui s'appelle Rike, qui a, elle, ses bureaux qui sont situés à San Diego. Donc, on va passer de 200 employés à 1100. Donc, on va faire un gros bout. Et du coup, c'est une nouvelle assez chouette. Ça va nous permettre d'avoir plein de nouveaux marchés, plein de nouveaux clients. Donc, on est très excités et on a hâte. La vente s'est faite aujourd'hui. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, Klaxoon, c'est quoi? Donc, c'est une plateforme pour la collaboration qui se base sur toutes les possibilités du management visuel. Comme ce que je vous présente, c'est Klaxoon. En fait, c'est Board, un de nos produits phares. Donc, c'est justement un whiteboard, comme vous connaissez peut-être d'autres whiteboards. Mais c'est aussi beaucoup d'autres, beaucoup plus qu'un whiteboard, en fait, puisque c'est aussi des interactions telles que des quiz, des sondages, de la gamification, comme on disait tout à l'heure, avec des parcours gamifiés. Donc, ça va vraiment beaucoup plus loin que juste un whiteboard. Et en même temps, c'est aussi un whiteboard qui est vraiment haut de gamme. Donc, voilà, je suis fangirl du produit, mais c'est vraiment un très beau produit. Donc voilà, de toute façon, vous allez pouvoir l'expérimenter en direct. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vous propose de commencer plutôt par la partie marketing. Le marketing, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et donc, je vous invite à cliquer sur la petite pop-up rose qui s'affiche normalement et de me dire comment est-ce que vous évaluez votre niveau de connaissance du marketing et plus précisément du marketing produit, si vous connaissez. Voilà. Ça va aller au fiche, je pense. J'ai 0 vote, donc effectivement. Ouais, faut double-cliquer. Eh ben, c'est pas normal. Que se passe-t-il? Alors, je vais juste vérifier les paramétrages. Peut-être que
Vous me dites si maintenant vous pouvez? Ah, normalement c'est bon. J'ai pas l'habitude de faire des présentations, donc j'ai pas l'habitude de faire du paramétrage pour des gens qui n'ont pas l'appli. Désolée. Ça marche toujours pas? Bon, bah. Il y a enregistré ma participation au concours. Mais ça demande un mail. Alors, est-ce qu'il ne faut pas quand même avoir renseigné un mail pour pouvoir enregistrer une participation? Normalement, on peut répondre à une question, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Oui. Bien ici. Ouais, vérifier. Ah, ok. Bon, c'est pas grave, on va continuer. C'est l'effet des mots. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du marketing. Du coup. Donc, le marketing, ça a plein d'objectifs différents. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout le funnel, c'est la vie en fait du prospect jusqu'au moment où il devient un client. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le haut de l'entonnoir et le bas de l'entonnoir. En haut, c'est attirer et convertir des leads. Donc, parler du produit, donner envie. Donc, ça peut passer par avoir un site web qui fonctionne bien, avoir du SEO pour être bien référencé sur Google, avoir un blog avec des éléments intéressants, proposer des livres blancs pour que les gens viennent, faire des événements, avoir une page sur LinkedIn ou sur je ne sais quel autre réseau social. Voilà, être visible pour pouvoir en fait attirer des prospects. Et puis une fois qu'on les a attirés, on va vouloir les convertir. Donc là, on va faire des séquences d'emails de découverte du produit. On va avoir des commerciaux qui vont rappeler les prospects. Et tout ça, en fait, ça va être vraiment organisé par le marketing parce qu'on va produire tous les contenus. On va aider les commerciaux à vendre en faisant des pitchs. On va faire des mails avec des incitations à utiliser le produit, à le réutiliser. Voilà, donc toute la partie haute, c'est top of the funnel. C'est la partie qui intéresse beaucoup le marketing. Et ce qui va aussi nous intéresser, c'est le bas de l'entonnoir, là, qui en fait collé au customer success, c'est la rétention et l'envie de faire grandir les clients. Donc, de leur faire consommer plus de produits, acheter dans notre cas, on a des licences, donc c'est acheter de nouvelles licences. Et puis, du coup, croître et générer plus de revenus. Donc, c'est vraiment sensibiliser, attirer et puis retenir et obséder. Ça, c'est le marketing au global. Et dans le cadre du marketing produit, donc c'est une équipe qui va... hop, je vais mettre ça en grand. C'est une équipe qui va en fait être hyper intéressante pour toute l'équipe marketing et qui va aussi beaucoup communiquer avec les commerciaux et les CSM. Je ne sais pas si vous avez des CSM dans vos entreprises. Customer Success Manager, c'est la relation client post-vente. Et donc, l'équipe marketing produit, en fait, elle va vraiment être la voix du client et du marché, c'est-à-dire qu'elle va capter tous les signaux des clients, tout ce que les clients vont pouvoir nous dire, tout ce que le marché va demander. Est-ce que la tendance en ce moment, je sais pas, c'est toujours dans notre cas, est-ce que ça va être, je sais pas, les personnes de ressources humaines qui cherchent des logiciels pour former leurs employés, ou est-ce que on se dit que ce secteur-là il est pas porteur et ce qui est vraiment porteur c'est un gestionnaire de projet qui va vouloir gérer son projet sur un outil visuel. Voilà, tout ça en fait c'est des choses qu'on va aller étudier et on va aller aussi sonder les clients, on va faire des focus group, on va faire des sondages, on va vraiment s'intéresser un maximum à ce que pensent les clients, les leads et puis les gens en général, quoi. Et donc, toutes ces informations externes, on va les utiliser pour aussi aider à élaborer le produit. Donc, on va remonter toutes ces informations-là à l'équipe recherche et développement. Et on va aussi positionner le produit. Donc, comme je vous disais, par exemple, on va se dire tel marché, je sais pas, le marché de la formation, c'est un marché qui est hyper porteur. Il faut absolument qu'on aille cibler tel persona. Et là, on va
avoir un pitch pour les commerciaux ciblés formateurs, une démo ciblée formateur, un doc PDF à envoyer après un rendez-vous, tout un parcours de mail qui va être vraiment ciblé sur un cas d'usage formation. Enfin voilà, on va vraiment positionner le produit par rapport à tout ce qu'on aura appris des attentes des consommateurs et toute la réflexion qu'on aura eue sur où est-ce qu'on va générer le plus de revenus. Donc, nous, chez Klaxoon, en fait, on le fait en 4 grands piliers, on va dire. Il y a vraiment une partie insight, donc c'est une partie recherche, donc c'est les tendances macro, donc tout ce qu'on va voir, je sais pas, des études, on a des analystes, par exemple, aux États-Unis, Forrester, Gartner, ils sont chargés de faire des analyses, donc nous, on va les lire, on va les dépioter, on va essayer de trouver toutes les infos intéressantes. On va aussi regarder toutes les datas qui sont à notre dispo, tout ce que font les concurrents. C'est malheureusement, on est un peu obligé. Donc c'est hyper intéressant de savoir tout ce que font les concurrents. Et là où c'est un peu différent de la vision produit, puisque je sais que nous, les product owners, ils font aussi de l'analyse concurrentielle, c'est qu'on va aussi regarder tout ce que font les concurrents en termes de marketing. Sur quel marché ils se positionnent, comment ils annoncent leurs nouveautés produits, quel est le pricing, comment ils vont, comment ils vont positionner leurs produits. Enfin, tout ça, en fait, on va le regarder. On va aussi faire des sondages, on va contacter les clients, on va se dire qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné tel ou tel client, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu tel ou tel client, est-ce que c'est parce qu'il nous manquait une fonctionnalité vraiment hyper importante, auquel cas on va le remonter à la R&D et eux, ils vont pouvoir le mettre dans leur roadmap. Est-ce qu'on va se dire, je sais pas, tel client, il a un parcours hyper puissant, par contre, il n'y a aucune adoption derrière. Enfin, voilà, on va creuser, essayer de comprendre. Donc, vraiment, c'est toute cette partie insight. Ça passe aussi par les focus group et le NPS, par exemple. Voilà, vraiment, tous ces sondages, tous ces signaux, toutes ces études, tout ça, il faut constamment les lire, les analyser, les compiler et en faire finalement des éléments intéressants pour construire la stratégie marketing. Donc là, en fait, on va se dire quelle est notre audience, à qui on a envie de parler, qui est-ce qu'on a envie, en fait, d'aller chercher, comment derrière, en fait, on va positionner notre produit, comment on va en parler, quels vont être les éléments, sur quel segment on va se positionner. Par exemple, est-ce que notre industrie qui nous intéresse, je sais pas, c'est les pétroliers, est-ce que c'est le bancaire, est-ce que c'est les associations, voilà, ça peut être énormément de choses. Donc en fait, faire ce travail de se dire à qui on veut parler, c'est hyper important. Ça va permettre d'avoir les bons messages. Quelle taille aussi d'entreprise on vise? Est-ce que notre objectif c'est de parler à une entreprise avec qui fait, je sais pas, 1 milliard de chiffre d'affaires, ou est-ce que on a envie de parler plutôt, je sais pas, au bar du coin? Voilà, on a différentes tailles qui vont aussi adapter, pour lesquelles on va devoir adapter nos messages. Ça permet de construire ce qu'on appelle un ICP, c'est un Ideal Customer Profile. Donc, c'est dire, moi, par exemple, ce que je veux, c'est, je sais pas, le secteur du bancaire, dans des agences de 15 personnes, et je vais cibler telle zone géo, et auquel cas, tous mes messages, il faut qu'ils répondent parfaitement aux problématiques des agences de 15 personnes dans telle zone géo. Voilà. Ensuite, si on descend à un cran un peu plus bas, là, on est vraiment sur quelle entreprise, qui en fait je veux comme client, quelle entreprise je veux comme client. On peut aussi se poser la question du persona, c'est quel secteur de métier en fait je vais adresser. Donc, est-ce que par exemple, je vais aller parler, tout à l'heure je vous disais, j'en prends les personas Klaxoon. Nous, par exemple, on a beaucoup parlé avec des responsables RH qui avaient des problématiques de formation, donc qui avaient besoin d'outils tels que des quiz, des parcours gamifiés. Ces dernières années, on a aussi énormément parlé à des chefs de projet, donc qui avaient des problématiques un peu différentes de gain de temps, d'efficacité. Donc voilà, donc le fait de cibler tel ou tel persona, ça va vraiment derrière influencer le message. Et en fait, le produit, c'est le même, c'est juste que ce qu'on va mettre en avant, c'est tel ou tel bénéfice du produit. Je vais pas pitcher Klaxoon de la même manière à un responsable RH qui va avoir besoin en fait de former les collaborateurs de son entreprise et vérifier derrière que les éléments ont été appris, versus un chef de projet qui va avoir besoin de délivrer ses projets dans les temps, gagner du temps au quotidien, avoir des choses très visuelles. Donc forcément, avoir en tête son persona, c'est hyper important.
Et ça va aussi permettre de détecter des opportunités d'expansion avec toutes les analyses qu'on aura fait avant. Avoir un produit qui soit mature, qui soit au bon endroit, au bon moment. Se dire, par exemple, nous, chez Klaxoon, on a 9 outils. Est-ce que ces 9 outils sont pertinents? Est-ce qu'il y en a un qu'il faut mettre plus en avant que les autres? Est-ce qu'on a envie de faire grandir les 9 en même temps? Ou est-ce qu'on se dit que finalement, peut-être, on en a 3 qu'on va vraiment continuer à faire grandir et d'autres sur lesquels on va laisser un peu plus vivre le produit tel quel? Donc voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir faire des offres packagées. Donc voilà, par exemple, pour le secteur de la gestion de projet, et ben Klaxoon, on vous propose alors le board qui est ce tableau virtuel, mais on a aussi des templates derrière. L'offre, ce qui fait aussi partie de l'offre, c'est que nous, on a des consultants qui peuvent vous aider à vous former. Voilà, tout ce qui va aussi venir, le pricing, donc le prix. Tous ces éléments-là, en fait, on va pouvoir les regrouper et faire des packages qui vont être plus faciles à vendre derrière. Et donc, j'arrive à mon point 3, qui est donc la production. J'ai mis une petite usine. La production de tous les éléments qui vont être utiles aux autres équipes, en fait. Donc, ça va être un pitch pour les commerciaux. Donc, des slides qui vont pouvoir dérouler, des éléments de langage qu'ils vont pouvoir utiliser pour donner envie aux prospects d'acheter le produit, des vidéos de présentation, voir avec une agence ou en interne pour avoir une vidéo qui va mettre en valeur le produit, qui va donner envie au prospect d'acheter, où il va retrouver ses problématiques et il va se dire, en fait, ce produit, il est fait pour moi. Pour faire un déroulé de démo, voilà, tout ce qui touche au storytelling, tout ce qui va aider en fait les commerciaux et puis tous les autres acteurs de l'entreprise à donner envie d'utiliser le produit. Et puis, un autre élément qui va être produit, c'est tout ce qui est campagne go-to-market. Donc, c'est tous les éléments nouveaux qu'on va sortir au fur et à mesure. Donc là, c'est vraiment faire des campagnes. On s'assure que tous les canaux de communication sont utilisés. Et donc là, ça fait le lien avec l'équipe communication où on va faire passer tous les messages sur lesquels on aura réfléchi avant. Et ben, on va les faire ressortir et on va les diffuser dans le monde. Et pour ça, du coup, on va produire des supports de communication, donc des catalogues, des fiches produits, des slides, tout ce qui va permettre de prendre ces messages et les diffuser partout. Et puis le dernier aspect, donc c'est justement cet aspect communication où en fait on va à la fois communiquer en interne mais aussi en externe. Donc on communique avec l'équipe produit, mais on communique aussi avec les commerciaux, avec les CSM, les avant-ventes, les post-ventes, et puis aussi les autres équipes marketing. Et cette partie-là, je vais en parler plus tard. Est-ce que jusque-là, ça va? Il y a des choses qui sont pas très claires, un peu plus théoriques. Ok, on va passer dans une partie un peu plus concrète. Je vais prendre mes fiches. Pas de du coup, pour vous parler de la démarche marketing produit qu'on a mise en place chez Klaxoon, je voulais juste vous reparler un peu du contexte. Parce que Klaxoon, c'est une entreprise qui a vécu des choses très grandes. Il s'est passé des choses très belles et puis il y a eu des moments un peu plus compliqués aussi. Donc ce contexte, en fait, il a fait qu'aujourd'hui, on en est à la démarche que je vais vous présenter. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous parler de ça d'abord. En fait, chez Klaxoon, de 2015 à 2019, donc c'est vraiment la création, il y a eu la mise en place d'une marque vraiment très unique avec des couleurs très vives. Si je vous montre les photos, c'est le klax. Le klax, c'est un klaxon qui est emblématique de Klaxoon. En fait, c'est vraiment partout où on allait, sur les salons, il y avait toujours un klax. J'aurais pu en ramener un d'ailleurs, mais je n'ai pas pensé. Pour faire du bruit, attirer l'attention. C'est un goodies qui marchait extrêmement bien auprès des prospects. Donc, souvenez-nous, le rose, ce rose-là, c'est vraiment quelque chose qui nous a démarqué en fait. Donc, c'était une marque brillante, mais à la fois très dynamique, qui réveille, des couleurs vives, qui faisait qu'on sortait en fait on était vraiment plus visible que les autres. Et c'était aussi une équipe de communication qui était assez grosse, avec aussi un studio. Donc il y avait des graphistes, des caméramans. Voilà, il y avait vraiment un aspect visuel brand très fort. Et les sorties produits, en fait, elles se faisaient de façon événementielle, c'est-à-dire que, par exemple,
Là, c'est le CES à Las Vegas. Bah voilà, toute une équipe énorme. Ils avaient fait des journaux. Enfin voilà, c'était vraiment une expérience assez unique qui a fait aussi que ça a aidé à faire connaître le produit. Pareil, le lancement de Klaxoon 3, c'est une version de la plateforme, ça a été fait au centre Georges Pompidou. Donc là, privatisation d'une partie de centre Georges Pompidou. Ils ont fait venir les prospects, les clients. C'était vraiment voilà des belles opérations de communication qui ont aidé à donner de la visibilité à Klaxoon. Et puis ça a été un peu remis en question avec le Covid. Donc voilà, je vous ai mis board hybride en 2020. Board est devenu board hybride. Et là, la stratégie a complètement changé. L'idée, ça a été plus de se positionner sur des nouveaux utilisateurs qui n'utilisaient peut-être pas des solutions de collaboration avant. Il y a eu un gros besoin avec le Covid. Les gens avaient besoin de se parler, de pouvoir travailler ensemble et continuer à collaborer même s'ils étaient chez eux. Du coup, ça a fait venir énormément d'utilisateurs beaucoup plus novices. Avant, en fait, au début, c'était des gens qui étaient très axés sur l'innovation, qui voulaient tout connaître et qui, du coup, en fait, dès qu'ils arrivaient dans le produit, bah, ils comprenaient tout. Et là, puis c'était aussi des démos en physique. Là, on est passé sur des démos à distance, des gens qui, en fait, ont peut-être jamais utilisé de produits comme Klaxoon, peut-être que ça leur parle pas du tout. Donc, on a rencontré ce type de problématique-là. Et puis aussi, plus on s'est avancé vers 2022-2023, plus il y a eu des chocs géopolitiques, l'inflation, et là, les investissements sur des boîtes, Klaxoon n'est pas une start-up, mais bon, quand même assez nouvelles, qui se sont freinées. Et là, c'était plus possible de faire des levées de fonds, donc ça a aussi un peu freiné la croissance. Il y a vraiment eu cette quête de rentabilité qui a fait que Klaxoon a dû un peu changer son modèle économique. Et du coup, 2023 aujourd'hui, l'approche a changé. Déjà en 2023, il y a ma responsable actuelle qui est arrivée. Donc, on a une nouvelle directrice marketing. Elle a créé une équipe de 15 personnes. Et là, en fait, on est passé sur une stratégie beaucoup plus réfléchie, avec des process, peut-être moins waouh que ce qui avait pu être fait sur les premières photos que je vous ai montrées, où c'était voilà très sympa. Mais en même temps, beaucoup plus penser utilisateur, beaucoup plus penser scalabilité, pouvoir parler à tout le monde, pouvoir répliquer les choses, et voilà, beaucoup plus marketing finalement. Et donc, le dernier point que j'ai mis là, c'est aujourd'hui, on va encore rentrer dans une nouvelle ère, puisque on va s'intégrer à une entreprise de 900 employés américaine. Donc, on va devoir aussi adapter notre culture, et en même temps, c'est énormément de potentiel pour nous, parce qu'on a des logiciels qui sont très complémentaires. Eux, ils sont plus sur de la gestion de tâches. Nous, on est plus sur de l'idéation, de la collaboration, réfléchir ensemble à trouver des solutions. Eux, c'est plus comment est-ce que derrière, on se met en marche et on gère des tâches et on délivre le projet, quoi. Donc voilà, sur le contexte. Et donc, on a mis en place un process en, on va dire, 4 phases et demie. Alors, je vais reprendre mes petites fiches pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Donc sur la phase 0, donc c'est voilà, on appelle ça vraiment des phases. Donc ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit que voilà, on avait testé plein de choses, on avait fait de l'événementiel, on avait fait de la marque, et puis en fait le produit, il n'était pas toujours mis en valeur en fait, parce qu'en fait on allait parler de l'opération de com. Et puis derrière, les utilisateurs, ils n'avaient pas forcément toujours des documents écrits avec les informations. Peut-être qu'ils avaient retenu 2-3 messages globaux, mais en fait, ils n'avaient pas forcément l'idée de tout ce qui était développé derrière, alors qu'en fait, l'équipe, elle produit énormément de fonctionnalités. Donc, tout ça, ça a fait qu'on est arrivé à une remise en question. Et puis, il y a aussi le fait que les gens qui étaient là en 2015, ils sont plus forcément tous présents. Avant, en fait, pour faire la roadmap, ils se réunissaient dans une salle, ils prenaient 2 personnes d'équipes différentes. Donc, ils prenaient des personnes de l'équipe marketing, des personnes des commerciaux, des personnes de CSM. Et puis, en fait, ils restaient pas enfermés dans une salle, mais ils se mettaient sur Klaxoon, ils réfléchissaient, et puis à la fin, ça faisait une roadmap. Ça, ils le faisaient 2 fois par an. À 200, en fait, c'est pas possible. Et en plus, si on veut pouvoir sortir plus de fonctionnalités et bien communiquer dessus, s'assurer que tous les éléments sont bien mis à dispo des utilisateurs, ça fonctionnait plus. Donc, il a fallu mettre en place des process. Et ces process, en fait, ils nous permettent d'avoir beaucoup plus de proximité avec les équipes produits. Ça nous permet aussi, nous, de remonter des choses. Donc, par exemple, dans la phase 0, en fait, c'est un comité multi-équipe tous les mois,
où on a des personnes de l'équipe commerciale, des personnes du marketing, des personnes de l'équipe client qui viennent et qui disent voilà toutes les problématiques qu'on a rencontrées, voilà les nouveautés marchés sur lesquelles il faut faire attention, voilà l'analyse concurrentielle du mois qui fait que voilà tel ou tel concurrent a sorti ci ou ça, et ça en fait ça permet de vraiment consolider une roadmap qui va se déployer au fil de l'année. Les personnes qui ont le dernier mot sur la roadmap, c'est le CTO et la direction. Mais en fait, nous, on va vraiment pouvoir donner nos inputs. On va pouvoir faire des focus group, des sondages. On va pouvoir vraiment partager tout ce qu'on a à partager. Et ça va remonter dans la roadmap et ça va permettre d'avoir une roadmap à la fois évolutive et en même temps qui fonctionne sur l'année. Et voilà, c'est assez chouette d'avoir cette opportunité-là. Et puis une fois qu'on a fait ça, en fait, côté produit, ils vont commencer à réfléchir à ce qu'ils veulent mettre en place. Et chaque product owner, en fait, va organiser des synchros. Pour faire ces synchros, en fait, ils utilisent des boards. Des boards, ça c'est un board. et en fait, ce board, si je veux le réutiliser, je peux en faire un template que je vais pouvoir réutiliser. Et dedans, tous les éléments que j'ai mis là, je vais pouvoir les réutiliser la prochaine fois. J'aurai pas besoin de le recréer à partir de zéro. Donc là, ce qu'on a fait pour notre process R&D marketing, c'est qu'on a créé un template où dedans, on met bien toute l'analyse concurrentielle, tous les retours clients, s'assurer que tout le monde est mis au courant de tout. En fait, ça centralise vraiment tous les débats. Quand on a des questions à poser, on les pose sur le board. Donc, on a vraiment une seule source de vérité où on se pose toutes les questions. Eux, ils nous fournissent des éléments et ça permet de bien communiquer. Donc, pour cette phase 1, en fait, il y aura l'équipe produit, bien sûr, donc le product owner qui va organiser le point, mais aussi l'équipe marketing, l'équipe client et l'équipe sales, toujours des représentants, hein, c'est une ou deux personnes en général. Et donc, on va faire des synchros de 30 minutes à 1 heure, où pour la phase 1, du coup, le product owner va nous dire, voilà, moi, on a remonté tel besoin, je voulais m'assurer avec vous que c'était bien le bon besoin, j'ai pensé à ci, ça, voilà ce que j'aimerais faire. Et l'idée, c'est de sortir du point en ayant un MVP et pouvoir se dire que ce qu'on va produire, ça correspond vraiment aux besoins qui avaient été remontés à la base. Et on va pas partir sur n'importe quoi. Donc, quand ce MVP il a été défini tous ensemble en phase 1, on va passer à la phase 2, où là, le product owner, il va venir avec des maquettes, en fait. Donc, il va nous présenter des maquettes et nous, on va pouvoir aussi donner notre avis sur les wordings. Est-ce que c'est ça qu'on avait en tête? Est-ce que ça va nous aider? Enfin, est-ce que ça va aider les utilisateurs? Ou est-ce que ça va pouvoir attirer des nouveaux prospects aussi? Parce que voilà, nous, c'est toujours ça qu'on essaye de faire. Donc, cette phase 2, elle va permettre aussi de réfléchir à la campagne de communication et de se dire, est-ce que finalement, les fonctionnalités telles qu'on les avait imaginées, on va les packager comme ça? Voilà, donc c'est des échanges assez intéressants. Et donc, à la fin de cette phase 2, on va dire go ou no go pour commencer à développer. Donc, si on donne le go, bon, bah voilà, ça passe chez les devs et là, on rentre dans le dur, quoi. Et si on dit non, bah, en fait, le product owner, il va repartir chez lui et puis il va pouvoir nous solliciter pour qu'on réfléchisse ensemble à une meilleure solution. Une fois que on a fait tout ça, on va arriver en phase 3 où là, le product owner, il va nous faire une démo parce que la feature, elle aura été développée. Donc, on va pouvoir tester. On va pouvoir faire nos retours. En général, il y a quand même beaucoup de retours parce qu'il y a des choses que, voilà, nous, on a en tête aussi plein de cas un peu particuliers. Souvent aussi, on a des gens d'équipe support qui, eux, vont avoir tous les cas bizarres, ils vont en parler. Donc, cette phase 3, en fait, elle permet vraiment de dire, OK, est-ce qu'on est prêt pour un lancement sur le marché, donc un go-to-market? Et est-ce que nous, on a tous les éléments dont on a besoin? Parce que côté marketing, nous aussi, on va avoir énormément de support à fournir. Donc, on va écrire des pages dans le centre d'aide. On va écrire des emails qu'on va envoyer à nos clients, à nos prospects. On va avoir des PDF. On va avoir de la com en interne aussi. Et en fait, si on se retrouve dans une situation où la petite fonctionnalité ou le produit est développé, mais nous, en fait, on ne sait pas comment en parler, bah, ça va être problématique parce qu'en fait, toutes les bonnes intentions qui auront été faites avant, elles n'auront pas servi à grand-chose puisque derrière, on ne saura pas mettre la valeur là où elle doit être. Donc vraiment, le fait d'avoir un process comme ça permet de s'assurer que tout est bien pris en compte et qu'on peut y aller, quoi. Ouais. La durée totale d'un cycle.
C'est une bonne question. Je dirais, en fait, il y a des cycles où ça peut durer 3 mois et il y a des cycles où ça peut durer 3 semaines en fonction de l'importance du projet. Enfin, non, je dirais pas 3 semaines parce qu'il y a le temps de dev, mais 3 mois, je pense, en général. Et en fait, c'est plus la phase 1 et la phase 2 qui peuvent être condensées s'il y a besoin d'aller plus vite. Auquel cas, on va faire une phase 1 et une phase 2 en 2-3 semaines, comme je disais, et le dev va se faire derrière, mais voilà, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près 3 mois. Une fois qu'on va faire la campagne de lancement, apparemment, qu'on va lancer la nouvelle fonctionnalité, qu'on va commencer à la mettre en prod et que les utilisateurs vont pouvoir jouer avec, que les prospects vont le découvrir, on va laisser passer 3 autres mois. Et voilà, ça peut être 3 mois, ça peut être plus longtemps après, mais on va faire aussi une dernière phase qui est une phase 4, où là, on va être dans une phase de rétro et on va plus se poser des questions sur est-ce que le besoin initial, finalement, la fonctionnalité ou le produit qu'on a lancé, il permet de répondre à ce besoin. Est-ce qu'on a gagné des nouveaux clients grâce à cette fonctionnalité? Est-ce que les stats sont bonnes? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, qu'il faut absolument corriger? Et ça permet vraiment d'avoir un rendez-vous où là, on est sûr qu'on peut, on peut encore se donner du temps et on n'est pas déjà le nez dans le prochain article de la roadmap, quoi. Alors, je ne sais pas si ma question a fonctionné, je pense que non, vu l'échec de tout à l'heure. Mais en gros, c'était un peu une question où je vais répondre moi-même, je pense. L'idée, c'était de se dire quels sont les bénéfices de cette démarche. Et donc, bien sûr, tous les items sont des bénéfices de la démarche. Ça va vraiment permettre d'avoir toutes les infos au même endroit. Comme je vous disais, notre board, en fait, il nous permet de nous regrouper sur un seul endroit où on a les docs PDF, les questions posées les uns aux autres, les idées, les ratures, les maquettes. Vraiment, on a toutes les infos dedans. Ça va permettre aussi de faire vivre l'intelligence collective parce qu'en fait, tout le monde va avoir son mot à dire. On n'est pas juste sur un PM qui fait son produit dans son coin et puis au final, ça correspond pas aux besoins, donc c'est un peu dommage. Ça va permettre aussi d'avoir de l'autonomie parce qu'en fait, dans chaque phase, on va aussi donner des go, vraiment de la validation. Et on essaye aussi de se respecter les uns les autres et de se dire, si on avait validé en phase 2, on va pas venir dire, non, ça, on le voulait pas comme ça, on avait quand même donné notre go. Donc, ça permet aussi de se responsabiliser les uns les autres. J'avais noté aussi que ça permet de passer à l'échelle parce que ça nous permet aussi de développer quand même beaucoup de choses. Parce qu'on a un process qui fonctionne bien, qui est bien huilé et où chacun peut intervenir. Donc, tout le monde est au courant et ça fonctionne plutôt bien et donc ça permet de développer plus. De bien prendre en compte les feedbacks des clients et des prospects. Et puis d'aligner tout le monde, en fait, de s'assurer que tout le monde est d'accord et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que finalement, c'est pas ça qu'il voulait. Ouais. Une question, quand tu parles de l'équipe produit, il y a combien de personnes et comment elle est organisée? Alors aujourd'hui, chez Klaxoon, l'équipe produit, c'est à peu près un tiers des effectifs. Donc j'ai pas le chiffre exact, mais du coup c'est une cinquantaine, je pense. Et vous c'est les product marketing, vous êtes rattachés à... Ah oui, je l'ai pas dit, normalement, c'était dans mes notes. Normalement, j'aurais dû vous le dire. Nous, on est 3 personnes dans l'équipe product marketing. Enfin, on est 3 personnes à faire du product marketing et on travaille aussi avec une alternante. Donc on est à peu près 4. Donc c'est vrai que face à eux, nous on est plutôt petits. Hein. Voilà. Par exemple, les product owners, ils sont 7. Donc on travaille quand même avec pas mal de monde en face de nous. Donc ces temps-là, ils permettent aussi de bien répartir l'information et bien gérer le temps. Parce que sinon, c'est vrai que moi, je l'ai fait de bosser avec la R&D avant quand on n'avait pas ces process. Et franchement, il y a des personnalités qui vont donner énormément d'infos. Et ces gens-là, en fait, ils vont nous donner beaucoup de sources, mais finalement, peut-être qu'ils vont nous prendre un peu plus de temps aussi. Et il y a des gens qui, de leur côté, sont moins dans ce délire-là et ils vont donner beaucoup moins d'infos. Donc là, ça permet vraiment de donner aussi autant d'importance à toutes les fonctionnalités et donner de la place à tout le monde, quoi. Alors j'ai pas le nombre exact parce que voilà, mais moi je sais qu'on communique sur un tiers de l'effectif. Donc ouais, c'est ça. Et les développeurs sont
Pas l'équipe produit, c'est en dehors. Ah oui, alors effectivement, chez Klaxoon, nous, on parle d'équipe R&D, on n'a pas une équipe produit et une équipe... Une cinquantaine de personnes. Ouais, alors... Ouais. Non, non, le nom de l'équipe, c'est recherche et développement, et en fait, comme on a tendance à dire l'équipe produit. Mais non, non, c'est... Ouais. Oui, oui, parce que ça aurait été bizarre. Du coup, le calendrier, il est vraiment fixé à la phase numéro 0. Et c'est le même calendrier pour tous les producteurs. Je dirais que le calendrier, il est fait plutôt début phase 1. Parce qu'en fait, la phase 0, c'est en continu, c'est tous les mois. Et en fait, il y a, en général, c'est en fin d'année, il y a vraiment la mise en place de la roadmap. Et là, c'est le début voilà, de la phase de création et de réflexion. Vous avez d'autres personnes au marketing. Incroyable, c'est exactement ma partie 3. Waouh. Voilà. Donc, comment le marketing produit travaille avec le reste des équipes marketing? Il y a peut-être une question juste. Ouais. C'est qui le responsable de C'est une très bonne question. En fait, on est tous responsables. En fait, non mais c'est vrai. Oui et non. En fait, c'est le product owner qui organise les points de synchro, par exemple. Donc c'est plutôt lui, on va dire, qui a l'initiative. Mais par exemple, moi qui travaille beaucoup sur le lancement des campagnes, bah c'est aussi moi qui, voilà, si je vois que j'ai pas eu telle ou telle phase, c'est aussi ma responsabilité de dire j'ai pas eu les infos. Je vais pas venir me plaindre en me disant bah j'ai pas eu mes infos parce qu'il y a pas eu ci, c'est ça. C'est lui qui organise les points de synchro et par contre pour moi c'est la responsabilité de tous en fait de se dire si on veut que la campagne soit réussie, bah en fait il faut se donner les moyens. Donc vraiment c'est très collectif parce que voilà il y a juste effectivement cette responsabilité d'organiser les synchros, ouais, qui est du côté PO. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec le reste des équipes marketing? Donc, comme je dis au début, on est une quinzaine dans l'équipe marketing chez Klaxoon aujourd'hui. Et donc, on est 3-4 côté product. En fait, on a une personne qui est vraiment sur la partie business insight. Donc, son job, c'est de faire un max de recherche. Faut vraiment avoir un profil analytique et aimer ça. De contacter des users, de parler avec des clients. Donc, c'est vraiment très chouette. Et puis, du coup, on est plutôt 2,5, 3 à bosser sur le positionnement et le messaging. Donc, nous, on va écrire les slides, faire des briefs, on va faire des formations en interne pour aider voilà, la compréhension du produit. On va vraiment produire tous les éléments. Ça peut être aussi des comme mail, ça peut être plein de choses en fait, tout ce que j'ai pu évoquer avant, des one-pagers, des pitchs, vraiment tous ces éléments-là en fait où on va écrire, en fait à chaque fois qu'on va parler du produit, s'assurer que les messages sont les bons, que les personas sont les bons et qu'on s'adresse bien aux bonnes personnes au bon moment. Et donc tous ces éléments-là en fait ils vont nourrir une équipe qui s'appelle l'équipe contenu. Donc eux en fait ils vont rédiger à fond, ils vont écrire des articles de blog, ils vont écrire les livres blancs. Ils vont écrire les newsletters tous les mois. Vraiment, ils vont rédiger un max de choses. Ils vont aussi faire les visuels. Donc, nous, on va aussi les briefer sur tel ou tel visuel, ce qu'on a en tête. Voilà, donc c'est vraiment une équipe avec qui on travaille en étroite collaboration. Et tous ces contenus-là, en fait, ils vont être partagés par 2 équipes qui sont l'équipe communication. Donc là, c'est réseaux sociaux, events, les relations presse, partenaires. Donc tout ce qui part à l'externe, en fait, ça passe par l'équipe communication. Et il y a aussi l'équipe lead gen, donc c'est tout ce qui va servir à générer de la demande, à aller chercher des leads. Et donc là, ça va être des mails de prospection, du coaching, la gestion avec les commerciaux, tout ce qui va être dans la conversion des leads, ça va être leur équipe. Et donc, j'ai mis un peu une idée de ce que ça représente. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire à peu près, tout ce que font ces équipes-là. Et justement, ce qui est intéressant en fait avec ces équipes, c'est que nous, on travaille vraiment en étroite collaboration avec eux. Donc, la démarche marketing produit dont je vous ai parlé plus tôt, en fait, elle va vraiment nous aider à la fois
à nous, en fait, être informés, avoir toutes les infos bien à jour, tous les éléments, toute la valeur que nous permet le produit, le remonter, en fait, à ces équipes. Si, je sais pas, il y a des changements dans une campagne, va pouvoir aussi être réactif. Et en même temps, ça va aussi nous permettre de remonter en fait à l'équipe produit tout ce qui vient du terrain, tout ce que les CSM vont nous dire, tout ce que les commerciaux vont nous dire. Chez Klaxoon aussi, on fait pas mal de tests avant de mettre en place. Il n'y a pas que les testeurs qui testent, nous aussi en fait, on va tester le produit parce qu'on l'utilise au quotidien vraiment. Board, c'est notre meilleur ami. Donc, on peut aussi remonter beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette démarche que nous on a en fait, ce lien qu'on peut avoir avec l'équipe produit, elle va vraiment arroser toute l'équipe marketing en fait. Et nous on a des weekly avec les responsables de ces équipes-là, donc on peut aussi communiquer rapidement, donc des weekly, des réunions hebdo. Et le dernier point dont je souhaitais vous parler, c'est les campagnes go-to-market. Donc là, c'est vraiment le cas précis où on va sortir, ça peut être un peu flou, soit un nouveau produit, soit une nouvelle fonctionnalité. En fait, on va vraiment essayer de packager ces sorties. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi mis en place en même temps que la démarche marketing produit. On va vraiment réfléchir à avoir des campagnes qui soient cohérentes et pousser le max d'infos à vraiment la meilleure cible possible. Donc, ça va passer par de la com interne. Donc, je vous disais, former les commerciaux, former les CSM, produire des keynotes, des webinars. Par exemple, on a fait un webinar produit en septembre où voilà, on a montré tout ce qu'on avait fait pendant l'année. Donc ça, on l'a fait avec l'équipe R&D, mais aussi l'équipe contenu, l'équipe communication. Et puis tous les éléments que je vous ai dit, que je vous ai partagés, qui sont managés par les autres équipes, donc les relations de presse, les événements, les newsletters, les réseaux sociaux, le mail marketing. Chez Klaxoon, on utilise aussi les pop-up dans l'app. Donc, c'est aussi un canal de communication, de mettre des messages directement dans le produit pour aller attirer l'œil sur telle ou telle feature quand elle vient de sortir. Ça peut aussi être des ateliers qui sont organisés par les CSM, où là, ils vont aller un peu plus loin avec leurs clients, essayer de projeter leurs clients à utiliser les nouvelles fonctionnalités. Par exemple, on a sorti l'année dernière Klaxoon IA. Donc, on a mis l'IA dans le board pour créer des résumés, pour faire de la traduction, pour générer des comptes rendus, par exemple. En fait, tous ces éléments-là, en soi, quand on les connaît pas, voilà, on sait peut-être pas finalement quoi en faire. Et en fait, les CSM, ils ont fait des ateliers avec leurs clients où ils les ont fait tester. Les clients, ils sont en conditions réelles et puis ils échangent sur ah oui, tel ou tel besoin, peut-être que ça pourrait nous aider. Donc voilà, le CSM, il a aussi ce rôle de conseil vraiment auprès de l'utilisateur. Le sponsorship et co-marketing avec les partenaires pour toujours plus de visibilité. Et puis le SEO, les articles de blog pour être présent le plus possible. Et puis enfin, le website, avoir un site web qui soit à jour avec les bons éléments qui donnent envie d'utiliser le produit. Tous ces éléments-là, en fait, quand l'équipe produit va sortir une fonctionnalité, tout ça, nous, il faut qu'on l'ait en tête. Et donc, ça passe par des campagnes. Alors, on a utilisé des cercles avec des degrés. Donc, on va prendre un temps, en fait, en général, c'est pendant la phase 2, entre la phase 2 et la phase 3, où on aura bien compris la fonctionnalité, à quoi elle va servir, quel pain point elle va aller chercher, auquel elle va chercher à répondre. Et donc, ces campagnes-là, on va les adapter en fonction de la cible et du degré d'importance de la nouvelle fonctionnalité. Et on va faire des campagnes qui sont soit 90 degrés, où là, on n'aura que une partie du cercle, 160 et 180, pardon. Bon, là, on aura une partie des éléments que la moitié, du coup, ou 360. Et là, on va aller arroser tous nos canaux pour s'assurer qu'il n'y ait aucun moyen que nos utilisateurs n'aient pas eu l'info, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 1 an et demi, 2 ans. Et depuis qu'on l'a fait, en fait, on a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien. Par exemple, on a sorti 2 campagnes 360 en l'espace de 2 mois
Et là, c'était un carnage parce que forcément, on avait énormément de contenu à produire, on a un peu brouillé les messages. Donc voilà, on apprend aussi de nos erreurs, on essaye de bien doser maintenant nos campagnes avec une campagne 360 par trimestre max. Voilà, ça nous aide aussi à pouvoir nous projeter quand on a leur roadmap, de se dire en fait si on sort 15 features en même temps le jour même, peut-être qu'on n'arrivera pas bien à en parler. Donc ça nous aide aussi à bien caler les timings entre la feature est prête, il faut la communiquer, et en même temps, j'ai déjà communiqué 3 trucs cette semaine, peut-être qu'on va attendre la semaine prochaine, quoi, pour caricaturer. Et donc voilà, ça c'est des éléments sur lesquels on travaille énormément avec les autres équipes marketing. Là aussi, on fait des synchros en fait en fonction de la taille de la campagne. Donc ça nous permet d'avoir tous les éléments. Et si j'en reviens au début de ma presse, et ben surtout acquérir et convertir des leads, et puis fidéliser et faire grandir nos clients. Alors, je pense que ça va bugger comme tout à l'heure, mais c'est pas grave parce qu'on peut se parler. Donc voilà, j'étais cachée derrière mon pupitre, mais je m'approche. Oui. La question, c'est est-ce que, je sais pas ce qu'on a vu avant, après, ou en gros, c'est quelle est, selon toi, justement, la vertu d'avoir une partie vraiment marketing intégrée à l'équipe produit et en lien avec un autre service marketing? Dans certaines boîtes, j'imagine que le service marketing, au service produit. Nous, on n'est pas intégré au service produit. En fait, on fait partie de l'équipe marketing. Ouais. En fait, l'équipe marketing, on est une quinzaine. Donc nous, en fait, on est directement en lien avec les autres personnes de l'équipe marketing. Et en fait, justement, ce process, c'est pour faire le pont avec l'équipe produit. Alors, je sais que dans d'autres boîtes, le marketing produit peut être directement côté équipe produit. Chez Klaxoon, ça s'est pas fait comme ça. C'est un peu historique, je pense. Je pense que ça, en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, parce que nous, du coup, on va peut-être avoir une coloration plus sales, vente, CSM, parce que moi, je sais que par exemple, j'ai aussi travaillé dans l'équipe client à un moment de ma vie. Ma collègue, elle a travaillé dans l'équipe commerciale. Donc, on est aussi peut-être un peu plus généraliste et on a peut-être une vision un peu plus extérieure du fait qu'on n'est pas dans l'équipe produit. Et en même temps, je pense que d'être dans l'équipe produit, ça permet aussi d'être toujours plus proche des product owners. Et là, ça a aussi d'autres bénéfices. Mais en tout cas, je pense que nous, on s'en sort bien. Enfin, on apprécie les choses de cette façon. La transversalité, justement, elle se fait entre toi et le entrepreneur, finalement, entre la partie. C'est un peu ton interlocuteur clé. C'est mes interlocuteurs clés. Et après, on a aussi les product designers qui interviennent quand il y a besoin. Par exemple, l'année dernière, on a sorti une nouvelle interface. C'est vraiment un gros projet. Là, pour le coup, c'était campagne 360++. Et là, en fait, pendant les synchros, on avait le product owner, le head of design, une designeuse qui était très impliquée. On avait même le CTO qui venait, on avait la responsable du service client. Voilà, aussi en fonction des campagnes, ça peut être plus ou moins élargi. Et puis c'est vrai que là, en ce moment, je travaille sur des fonctionnalités plus vraiment irritant client. Là, c'est moi, le PO, et puis ponctuellement des personnes de l'équipe client ou de l'équipe sales. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a aucune fonctionnalité qui sorte sans que vous soyez au courant? Ouais. Je dirais pas que ça n'est jamais arrivé. Il y a eu des modifs du X pour lesquels on n'avait peut-être pas forcément eu l'info. Mais honnêtement, depuis qu'on a mis en place le process, on est au courant. Même des fois, ça fait beaucoup. C'est comme je disais, nous, on est 3, 4 selon la semaine. Et eux, ils sont une cinquantaine à produire des choses. Mais en fait, justement aussi, le fait d'avoir des process, ça permet d'avoir une bonne vision. Et puis, on a aussi un board qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, mais ce board, en fait, il nous permet de mettre, en fait, on met phase par phase. Qu'est-ce qui est dans la roadmap, qu'est-ce qui est dans le backlog, qu'est-ce qui est dans la phase 1, qu'est-ce qui est dans la phase 2, qu'est-ce qui est dans la phase 3, qu'est-ce qui est prêt à sortir, qu'est-ce qui va être sorti cette semaine, qu'est-ce qui va être sorti. Et voilà, ce Kanban, il nous permet vraiment aussi de visualiser qu'est-ce qui est prêt. On met dedans les dates estimées. Si on a toujours une question de suivi aussi qui va nous permettre d'échanger sur le sujet. Donc, il y a beaucoup de choses, mais ça permet de faire le tri.
est-ce qu'il y a d'autres questions? J'imagine que pour les stats, l'usage des fonctionnalités du produit, il faudrait savoir et bien cibler la bonne fonctionnalité, soit si la campagne marketing a été bonne et les gens sont connectés la fonctionnalité. Ces stats, elles sont plutôt d'abord côté produit ou d'abord chez vous? Ou est-ce qu'on va accessible à tous? Du coup, nous, sur la partie go-to-market, on va avoir des stats qu'on va pouvoir directement consulter, nos taux d'ouverture d'email. Parlons sur la partie produit. Ouais, mais du coup, je dis ça parce que nous, du coup, on a sous la main les logiciels avec les stats de ces éléments-là de communication. Et les stats de l'équipe produit, ils ont un outil. Ça, c'est quelque chose qu'on est un peu en train de mettre en place, mais en tout cas, on a accès à leurs données. Donc, ça nous permet aussi de les consulter de notre côté. Et puis, la phase de compilation des données et vraiment d'analyse, c'est ce que je disais, l'espèce de la phase 4. Où là, on va en plus se poser et vraiment analyser et faire le travail tous ensemble. Mais les données, c'est plutôt eux, mais il y a une équipe data forcément, c'est plutôt eux qui vont la compiler et nous, on va y avoir accès. Et puis, on va pouvoir aussi faire nos analyses de nos côtés et puis après, on se retrouve. Et ce qu'on regarde beaucoup aussi, c'est les remontées au support. C'est toujours intéressant. Et ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le sait tout de suite. Donc, on essaye d'être réactif aussi avec ça. C'est basé aussi sur les verbatims. J'ai l'impression que la roadmap, elle a pas mal travaillé et finalement, les producteurs travaillent pour être partie prenante, mais quelque part, il y a pas mal alimenté. Moi, je dirais qu'on alimente, mais après, quand ils font la roadmap, c'est plus le CTO qui va avoir quand même la meilleure vision et la prise de décision avec le CEO. Ils vont aussi quand même énormément se baser sur les recherches des PO qui, en fait, connaissent leurs produits extrêmement bien. Ils font aussi des analyses concurrentielles de leur côté. Franchement, ils ont une part énorme sur ce qu'ils produisent. Ils ont quand même une vision aussi de ce qu'ils veulent faire à long terme. Donc, je pense que c'est vraiment partagé. Ouais. Vous construisez une roadmap qui sont plutôt spécifiques. Au final, c'est CTO qui tranche la roadmap. Et on construit ça. Ouais, on construit, c'est ça. Votre part de roadmap, vous considérez à bien influencer. Pour la faire courte, chez nous, il y a des grosses questions en gros, le premier décide de la roadmap, et tout le monde se plaint d'écouter le support, faudrait des évolutions parce qu'il y a des bugs. Des irritants, des corrections de bugs. Parce qu'il manque la feature d'un concurrent, on a des customisations du logiciel, et par les DS, on a facilité le boulot, et en gros, on a l'impression qu'on ne fait rien. Et c'est nous qui décidons, alors qu'il y a des questions, voilà, c'est un peu vous, le marketing, vous avez l'impression d'avoir quelle part de la roadmap, parce que c'est 10%, 50%, 50% de la roadmap, et en fait, arrive pas. Franchement, c'est trop précis. Je peux pas donner un pourcentage. Pas un pourcentage, mais je sais pas, je pense qu'on contribue. En fait, je pense que, nous en tout cas, la façon, parce que ça a toujours été comme ça chez Webtoon, les commerciaux, ils ont leur mot à dire, les clients ils ont son mot à dire, l'équipe marketing a son mot à dire, et le produit compile et décide, on va dire. Donc je dirais peut-être 30%. Mais en fait, moi, je suis pas non plus, je suis pas la décideuse de la roadmap. Mais la problématique de dire, on a l'impression qu'il y a que le produit qui décide, je pense qu'on la rencontre un peu partout. Mais d'avoir la chance de faire partie du process, ça donne aussi un peu à voir, de dire, c'est pondéré. Oui, en fait, on pourrait faire des features que pour faire du business. Oui, on pourrait faire des features que pour des bugs. Il faut qu'il y ait un peu de tout. Il faut qu'il y ait aussi un peu de vision long terme. Donc tout ça aussi, il faut quand même avoir. Je pense que le CTO est une bonne personne pour faire mettre le saut final sur la roadmap parce que il arrive à avoir tout ça. Mais je pense que le marketing a vraiment son mot à dire sur les besoins du marché et puis les remontées. Quoi. Je pense pas que ce soit le problème. Oui, il y en a, mais. Je pense que si je demandais un CC ou un commercial, il me dirait bien sûr. Mais moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai l'impression de pouvoir remonter les sujets. Donc déjà, c'est cool de savoir que c'est écouté.
Par contre, la priorisation, par exemple, moi, je considère pas que aujourd'hui j'ai la vision sur tout ce qui se passe. Donc, je trouve ça bien qu'il y ait quelqu'un qui ait aussi un peu plus de distance et qui ait aussi une vision de ce qui est faisable. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'il y a de la frustration, c'est que, bah, en fait, il faudrait peut-être 2000 devs pour faire tout ce que tout le monde voudrait faire, et on a aussi des ressources qui sont limitées. Si on faisait par l'improvisation, à quel moment vous commencez un peu plus à la mettre dans les échanges? Ouais. Et à quel moment, dès qu'il y a une première démo, une première maquette, des niveaux, ils sont déjà un peu connaissants de ce moment-là. C'est une bonne question. La roadmap, elle est communiquée en général en début d'année. Donc, ça leur donne une idée globale de ce qui va sortir, mais ça reste quand même assez flou, hein. Mais ça donne quand même une première vision. Et en fait, les campagnes avec mes cercles, là, 360, 90 et 180, en fait, elles nous servent vraiment aussi à aider les équipes marketing à se lancer. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément été dans les échanges de la phase 0, la phase 1 et même pas forcément sur la phase 2. Donc, je dirais entre la phase 2 et la phase 3, c'est là où on va vraiment drafter la campagne, faire un premier call kick-off pour prévenir tout le monde que ça arrive. Quelles sont les grandes thématiques? Est-ce que nous, voilà, nos problématiques, c'est souvent l'engagement des collaborateurs, la productivité, l'innovation. Est-ce qu'on a envie de cibler notre campagne sur tel ou tel sujet? Et eux, en fait, l'équipe contenu, c'est aussi une équipe qui est vachement dans la réflexion. Ils produisent aussi des webinaires avec des experts, ils rédigent des articles. Donc, en fait, ils ont une conférence réceptive des besoins et des choses. Donc, en fait, nous, on va aussi leur donner la vision fonctionnelle, la valeur que ça va apporter selon nous. Et eux, ils vont vraiment pouvoir transférer ça en des docs longs, des articles très bien écrits. C'est chouette comme ressource. Moi, j'aime bien travailler avec eux parce qu'ils écrivent bien, ils font des trucs incroyables. Ça, c'est dans les packages gros, mais du coup, c'est quoi le minimum? 90 degrés, donc là, c'est un quart du cercle, par exemple, nous, sur nos admins. Donc, c'est une part assez petite, finalement, de nos clients, de nos utilisateurs, mais hyper importante, parce que c'est eux qui vont voilà, aller voir l'acheteur en lui disant on renouvelle ou on renouvelle pas, en général. Il caricaturise un peu, mais c'est un peu ça. Mais c'est vrai que, par exemple, on va pas faire un article de blog pour dire qu'on a sorti une nouvelle fonctionnalité dans l'administration. Ça va être très intéressant. Donc là, par exemple, c'est une campagne 90 où on va faire un mail aux admins, des communications dans l'app, former les bonnes équipes qui vont en parler aux admins directement. Voilà. Mais la formation aussi de Ouais, bah oui, parce que l'idée c'est de pouvoir vraiment, c'est des équipes qui sont 30 clients, donc elles puissent s'exprimer facilement. Après, il y a des gens dans l'équipe client qui ont vraiment une sensibilité produit très forte, donc ça peut être aussi eux qui forment, ils font pas mal le relais, ils adorent le produit, donc des fois limite ils sont aussi informés que nous, voire plus. Donc eux aussi ils font des formations, donc ça peut être nous aussi, ça dépend. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. En fait, on fait des présentations de roadmap à nos top clients. Donc, on a des personnes qui viennent pitcher la roadmap en début de... Alors, je crois que c'est en début de semestre, il me semble. Je crois qu'il y en a 2 par an. Et ils viennent présenter la roadmap. Et à ce moment-là, en fait, ils vont demander est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez voir qui ne sont pas dedans? Est-ce que vous vous projetez dans des usages? Et donc là, il y aura en général plutôt une partie, alors c'est une équipe qui s'appelle TSA, Tech Solutions Alliances. Ils sont très avant-vente sales et très assez capés, on va dire. Donc ils sont des bonnes personnes pour parler aux clients. Plus le CSM qui vont aller présenter donc la roadmap au top client et prendre en compte les retours. Et puis après, voilà, ça aussi, c'est des choses qu'on va regarder. La roadmap, elle n'est pas figée, ouais, elle peut évoluer. Ouais. Est-ce que vous arrivez à faire certains clients des prescripteurs un peu de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver,
dans votre stratégie 360 de communication? Alors, pour des grosses campagnes, on fait, par exemple, la campagne sur la nouvelle interface qu'on a lancée l'année dernière. On a fait des focus group. Donc, on a sélectionné les top clients, on leur a fait tester. On a aussi sélectionné des users en interne, par exemple. Donc là, on a eu des prescripteurs, en fait. Donc, ces personnes-là, non seulement elles ont pu tester en avant-première, elles ont pu nous remonter des choses qui n'allaient pas, parce que la feature était pas, enfin, l'interface n'était pas encore sortie. Donc déjà, ça les a impliqués dans la phase de création, donc forcément, voilà, ça les intéresse. Et en fait, on en profite pour leur demander des quotes, des citations. Donc, on va pouvoir réutiliser ces citations. Je crois qu'on les avait mis dans notre landing page quand on a lancé la nouvelle interface. Donc voilà, on va les utiliser. Et puis après, les admins dont je vous parlais, et puis les ateliers aussi dont je vous parlais. Je parlais de l'IA, mais par exemple, la nouvelle interface, on a aussi fait des ateliers. On a quand même convié énormément d'utilisateurs pendant des temps où c'est entre je sais pas, 20 et 50 personnes qui peuvent voir, qui peuvent tester, qui peuvent poser leurs questions. Et eux, en fait, on va aussi les utiliser comme prescripteurs parce qu'ils auront testé, ils seront venus volontairement à un temps dédié. Donc forcément, en interne, ils vont aller diffuser, prêcher la bonne parole. Ouais. Ces personnes-là, quels sont les principaux drivers qui les poussent à venir entre guillemets vous aider dans la démarche produit? Quels sont les canaux de communication qui sont généralement les plus efficaces pour les faire venir? Les drivers, je pense, c'est l'amour du produit. Le klaxon est incroyable, je n'avais pas encore dit. À part les questions qui bug. La curiosité. Je pense que c'est assez humain de vouloir déjà savoir des choses en avant-première, c'est assez humain. Donc ça, c'est un bon argument de dire qu'on va dire les choses avant, on va pouvoir donner son avis, ça fait toujours plaisir. En fait, moi, je sais qu'on m'a déjà aussi convoqué, j'ai des prestats qui m'ont convoqué, qui m'ont proposé de participer à des phases de réflexion et je trouvais ça vraiment chouette. En plus, c'est quelque chose qu'ils utilisent. Donc ça a vraiment, il y a un côté un peu émotionnel, en fait, de faire partie, en fait, de l'aventure. Ouais, voilà. Et ouais, communauté, ouais, c'est ça. Et les canaux de communication, non, on a de la chance, on a une communauté qui est assez active, donc on galère pas trop, mais on demande à nos CSM de nous remonter les top users qui pourraient être intéressés, si c'est vraiment des utilisateurs qu'on cherche. Si c'est des clients, on peut demander aux commerciaux qui gèrent les comptes aussi. Et puis on va leur faire des appels, le personnel, je pense que ça fonctionne le mieux en vrai. Les appeler quand on les connaît. Sinon, le mail, les gens continuent de dire leur mail quand même, hein, donc le mail, ça fonctionne aussi. Et puis après, pour le format, nous on aime bien les ateliers, on aime bien les faire sur Klaxoon aussi. Donc ça permet, voilà, d'avoir un truc assez sympa. Ça répond à tes questions. Est-ce qu'il bénéficie des interfaces en bêta, par exemple, il y a des choses comme ça? Quand on a fait le focus group, par exemple, pour la nouvelle interface, on les a mis en bêta. La bêta, on le fait avec certains éléments quand on pense que ça a de l'intérêt. Par exemple, là, on sort un dark mode, donc un mode sombre, en bêta, parce que on n'est pas allé peut-être jusqu'au bout. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, mais on a envie de tester des trucs. Donc, plutôt que se bloquer et se dire on sortira le dark mode que quand on sera 100% sûr de ce qu'on veut faire. On le sort maintenant et ils nous diront au fur et à mesure on aura des retours et puis ça nous aidera. Un élément pour avoir envie d'être client, en fait, de profiter de cette aventure. Le FOMO, le fear of missing out. Ouais, et puis la bêta c'est cool de tester des choses. On le fait pas tout le temps non plus parce que ça demande quand même, faut quand même traiter les retours, faut que ça ait du sens, quoi. En plus, si c'est pour faire un truc et prendre en compte derrière aucun retour, en fait, autant avoir sorti directement la feature en pro. Mais ouais, c'est toujours sympa aussi. Alors, le focus group, on a utilisé Klaxoon. On a utilisé l'aventure. C'est un format gamifié, en fait, où tu as des pages et ensuite tu as des sondages ou des questions de quiz. Donc, on les a mis en bêta. On leur a envoyé le sondage, l'aventure, mais bon, c'est des éléments écrits puis des sondages, donc c'est un sondage.
On leur a envoyé le sondage, on a compilé les résultats du sondage et ensuite on les a invités à des ateliers où on a posé plus de questions sur des retours qui nous étaient revenus. Et c'était des petits groupes. Voilà. Et après, de façon plus grosse, on utilise aussi pas mal dans l'app. On a un bouton où on va demander aux gens d'aller nous communiquer des infos. Donc là, on a fait partagez-nous des infos sur la nouvelle interface. Quand le produit n'était pas encore 100% déployé et que c'était pas tout à fait, il pouvait encore basculer en fait sur l'ancienne interface. Et là, en fait, on a utilisé un outil qui nous retransmettait tous les retours dans un board et dans un Google Sheet pour faire le double traitement. Et en fait, on compilait les retours, on rappelait les gens qui avaient des problématiques. Donc c'est quand même un gros boulot de traitement, mais c'est hyper intéressant. Ça nous a permis de corriger pas mal de trucs. Du coup, j'ai question, un board, c'est un produit ou pas? Plusieurs boards différents, ou alors c'est le fait d'avoir des espaces avec un usage, ça c'est aussi considéré comme une fonctionnalité parce que c'est vrai, c'est un cas d'usage très précis. Un board, en fait, c'est un tableau blanc infini comme ça, avec des zones où je peux naviguer. Donc c'est un outil en fait. Voilà, je peux envoyer des post-it, je peux présenter, je peux poser des questions, je peux faire pas mal de choses. Et en fait, l'interface de Klaxoon, elle se présente comme ça aujourd'hui. Et on a un bouton où on appelle ça des activités. Maintenant, on a tendance à appeler ça un peu plus des outils. Mais je peux créer un sondage. Par exemple, je peux créer une enquête de SAT en utilisant un template. Et donc ça, c'est un autre outil. Et donc là, par exemple, je peux envoyer ce sondage, je vais pouvoir répondre, je vais pouvoir mettre des étoiles. Ça, c'est un autre outil de Klaxoon. Je vais pouvoir créer des quiz, des aventures. Memo, c'est un système de partage d'informations avec, on peut en fait savoir si les gens ont lu ou pas. C'est chouette. Et puis les questions, c'est pour poser des questions. Et après, on combine aussi, on fait des espaces. Donc en fait, on a vraiment 9 activités différentes, enfin 9 outils. Et les boards, en fait, par exemple, si je retourne sur mon board d'aujourd'hui, je vais pouvoir partager à des personnes. Donc là, par exemple, j'ai fait le choix de vous inviter avec juste un pseudo. Et je vois que vous êtes là. Mais je peux aussi vous inviter les gens par email. Donc je peux définir qui va pouvoir y avoir accès. Donc là, est-ce que c'est que les gens de mon équipe, est-ce que c'est tout le monde, ou est-ce que c'est fermé et je dois inviter les gens? Donc c'est un outil de la plateforme collaborative de Klaxoon et chaque board peut être partagé soit à des gens qu'on a invités, soit le code si vous le mettez à tout le monde, ils auront accès. Voilà. C'est sûr que l'idée d'avoir aussi les roadmaps à pour moi, là, c'est une information interne. On vous dit que vous présentez la roadmap alors, on a une roadmap externe, en fait, où on dit, si je reprends l'exemple de l'année dernière, en début d'année, on leur a dit, on va reprendre notre interface à la fin du deuxième trimestre. Au début du troisième trimestre, on va mettre en place Klaxoon IA. Au quatrième trimestre, on va faire les features pour les administrateurs. Donc, en fait, on leur dit un peu ce qu'on a prévu de faire. Et on s'engage pas à 2000% à tout réaliser dans l'année, mais ça leur donne quand même des indications sur qu'est-ce qui va sortir. Et est-ce que ça répond à leurs besoins? Ça permet aussi de dire que voilà, on montre qu'on prend en compte leurs besoins, mais c'est pas une roadmap interne en disant dans 2 semaines, il y a ça qui sort, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ils vont challenger, ils vont forcément donner leur avis, on va l'écouter, et puis après on va réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on a envie de tout changer, est-ce que c'est quelque chose qui est hyper important pour eux et c'est un client qui est vraiment important pour nous, donc est-ce qu'on a d'autres solutions peut-être à apporter,
Ouais, ça va être un point d'échange. Comment vous gérez le fait de pousser des nouvelles fonctionnalités qui vont potentiellement être très bénéfiques pour les nouveaux utilisateurs, mais peuvent embêter qui vont potentiellement dégrader ou changer l'expérience des anciens utilisateurs super fidèles? Et je reprends ta pyramide, tu as fait des fonctionnalités qui vont servir le haut de la pyramide, d'autres qui vont servir le bas, et par des choix stratégiques, tu vas pousser une fonctionnalité qui sert le haut et qui dessert le bas. Comment, au niveau de la communication, comment vous faites pour communiquer auprès des clients fidèles et pour potentiellement les impacter? C'est-à-dire que c'est renoncé. Je pense que, j'ai toujours ce même exemple qui nous vient en tête, parce que je pense que c'était une de nos plus belles campagnes, la nouvelle interface. Les gens, ça faisait des années qu'ils utilisaient une interface, donc ils avaient leurs habitudes. Justement, les intégrer au processus, ça a aidé, parce qu'on les a informés en amont, on leur a laissé le temps de basculer en arrière et s'adapter à la nouveauté. On a pris en compte leur retour au fur et à mesure, on les a appelés, donc on les a vraiment chouchoutés pour s'assurer. Et puis aussi, quand ils nous ont fait des retours, il y a des choses qu'on n'avait pas pensé parce qu'on ne connaît pas tous les usages. On a essayé de prendre en compte ça. Et sur la communication, par contre, on essaie toujours d'être positif et puis de se dire que on a envie de plaire au plus grand nombre, donc forcément, il y a des gens à qui ça fait pas autant parler, mais voilà, assumer ses choix et toujours rester positif, et impliquer les gens. Plus tu les impliques, plus ils vont forcément être d'accord avec toi. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. On a fait le tour. Merci beaucoup. Merci.